Ok, maintenant on va parler de la Palestine et de Gaza en particulier, puisqu'il y a un accord peut-être qui est en passe d'être retrouvé entre les États-Unis et Israël. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'il y a une proposition américaine de plan de cessez-le-feu à Gaza qui marque vraiment un tournant par rapport à ce qu'a dit Trump pendant tout son deuxième mandat, et ce qu'a dit l'administration Trump, qui jusque-là, vraiment, n'a fait aucune proposition, aucune pression sur Israël diplomatique, on parle pas de pression économique, pour tenter de faire accepter un cessez-le-feu ou quoi que ce soit. Et là, quand même, c'est une séquence qui s'ouvre, et la rencontre Trump-Netanyahou d'hier annonce peut-être quelque chose qui pourrait peut-être aller jusqu'à un cessez-le-feu, parce que la situation diplomatiquement a évolué. Et justement, cette rencontre Trump-Netanyahou, le plan des États-Unis et ce qu'a dit Trump dernièrement, c'est quand même un tournant par rapport à ce que les États-Unis disaient jusque-là, parce que la situation a évolué. Donc c'est un sujet qui est assez compliqué. Là, on va parler de géopolitique et de diplomatie, on va parler de plein de petites choses, mais on va essayer de comprendre, en fait, juste de comprendre ce qui a amené à cette rencontre Trump-Netanyahou, à ce plan de cessez-le-feu proposé par les États-Unis. Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi il y a un changement? Pourquoi il y a un petit virage? C'est pas l'officialisation de la Gaza Riviera? Non, en vrai, non, on peut pas dire ça. C'est de mauvaise foi que de dire ça. Attendez. On parle de ça. Non mais là le truc, je sais ce qui va se passer les amis. Je vais commencer à parler de ça. C'est un sujet qui est assez compliqué, que j'ai bien taffé. Voilà. Là je vais essayer de faire le journaliste, d'expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc si vous envoyez 3000 articles par truc, juste je vais pas lire vos messages. Je vais pas lire vos messages parce que là on va essayer de parler de ça. C'est assez compliqué, on parle de géopolitique. Ok. Et pour ça on va regarder la dernière vidéo de Pascal de Boniface qui s'appelle Trump va-t-il imposer la paix à Netanyahou? Parce que là, c'est intéressant ce qui se passe au sens où il y a une évolution géopolitique, une évolution diplomatique qui fait que Trump est un petit peu en train de changer son fusil d'épaule, y compris par rapport à ce projet de déportation des Gazaouis. Là, dans le plan proposé par les US, il y a écrit noir sur blanc, encourager les Gazaouis à rester sur place pour reconstruire Gaza. C'est écrit noir sur blanc dans le plan, ce qui s'inscrit totalement au faux par rapport à toutes les déclarations qu'a fait Trump dernièrement de plan de relocalisation entre guillemets des Gazaouis. Donc là, voilà. Nickel si tu l'as bien taffé, j'ai juste vu les histoires avec Blair et les investissements à venir. Voilà, parce que moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux, on voit que le négatif. Alors, il y a beaucoup de négatifs là-dedans, mais toutes les impasses de ce plan-là et les problèmes de ce plan-là, je les ai vus et j'ai l'impression que dans le Twitter de gauche, etc., sur les réseaux sociaux, c'est surtout ça qu'on a vu. Mais j'ai vu peu de trucs qui expliquent vraiment comment on est arrivé à cette situation-là. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo de Boniface. Je l'ai déjà regardée. J'ai déjà regardé la vidéo de Boniface, je me suis pas mal renseigné là-dessus, j'ai fait mes devoirs. Et donc je vais essayer de vous expliquer, d'approfondir ce que raconte un peu Pascal Boniface pour comprendre quelle est la situation diplomatique et géopolitique actuelle? Pourquoi ce petit revirement, qui est quand même une forme de revirement, on peut pas dire le contraire. Et après, on pourra parler évidemment des impasses de ce plan Trump-Netanyahou, qui est évidemment, peut-être peut amener à un cessez-le-feu pour de vrai. Et déjà, si ça met fin au génocide là, tout de suite dans l'urgence actuelle, et que ça permet à l'aide humanitaire de rentrer massivement dans Gaza, moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis, c'est une évolution dans le bon sens, malgré tout. Et évidemment, il y a énormément de choses à dire, parce que si on a un point de vue anticolonial de ce qui se passe à Gaza, tout ça, tout ce plan Trump, c'est pas la résolution de ce problème-là. Absolument pas. Mais ça peut être, peut-être, la fin des massacres, là, tout de suite, dans l'immédiat, et la rentrée massive d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ça, c'est pas impossible que ça arrive dans les semaines à venir. Voilà. Donc là, c'est de ça dont j'ai envie de parler, et après, on parlera un petit peu de tout ce qui pose problème, évidemment, avec l'aspect colonial qu'il y a derrière, dans ce fameux plan américain, où du coup, il y aurait une autorité de transition pour sécuriser la zone, tatati, tatata. C'est une accélération IMO, pas un revirement. Eh ben écoutez, on va en parler, on va en discuter, et vous verrez ce qu'on a à en dire. Et on verra ce que Pascal Boniface a en à dire. Voilà. Attendez avant de commencer, tout à fait. Parce que là, dire ça, juste arriver et dire non, c'est pour mettre en place le génocide encore plus loin, je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est pas ça qui est en train de se passer pour des raisons géopolitiques un petit peu complexes qu'on va expliquer maintenant à l'aide de Pascal Boniface. Ça va, Pascal Boniface, vous l'aimez bien. Vous considérez pas que c'est un sioniste génocidaire? Bon, bah voilà, si vous me faites pas confiance, faites confiance à Pascal juste pour expliquer tout ça. Voilà, je vais pas trop lire le chat peut-être. Le truc, si tu ne sacs pas le problème de la colonisation, rien ne changera en bien. Eh ben, ça dépend. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Il y avait pas autant de morts sur la bande de Gaza il y a 5 ans. Et la situation était déjà coloniale, évidemment. Mais je veux dire, si le mot d'ordre qu'il y a depuis le début, c'est Stop the Genocide, je suis pas en train de m'énerver. Si on veut la fin du génocide, ou normalement, il faut se donner les moyens de la fin du génocide et juste dire, oui, mais voilà. Parce que c'est la colonisation et donc du coup rien ne changera en bien jamais. Est-ce que vous voulez la fin du génocide? Est-ce que vous voulez la fin du massacre? Est-ce que vous voulez de l'aide humanitaire à Gaza là demain pour éviter la famine? C'est la question que je vous pose. Moi oui. Donc normalement il faut savoir ce qu'on veut. Parce que les mots d'ordre un peu flous, juste on brandit le terme colonisation au mépris de la situation et de l'urgence actuelle, moi ça commence un peu à me fatiguer. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, c'est un petit disclaimer, on va écouter Pascal Boniface en parler. Il y a Miguel derrière. Est-ce qu'il y a enfin une bonne nouvelle qui pourrait venir du Proche-Orient à propos du conflit israélo-palestinien?
Et est-ce que cette bonne nouvelle pourrait venir de la part de Donald Trump? On est 2 fois étonné lorsque l'on énonce cela, parce que les bonnes nouvelles sont rares ou dire inexistantes depuis assez longtemps concernant ce conflit, et que Donald Trump est plutôt supposé mettre de l'huile sur le feu ou assister de façon impuissante au massacre sans intervenir. Mais là, selon Times of Israel, il devrait proposer très prochainement, très rapidement, un plan de paix en 21 points qui change complètement tout ce que l'on pouvait penser auparavant. En effet, il Donc d'après Pascal Boniface, qui est quand même assez calé géopolitique, d'un point de vue géopolitique par rapport à toutes les situations, lui il considère qu'il y a un changement. Et justement, la vidéo, c'est pour expliquer, mais pourquoi il y a un changement comme ça d'un seul coup? Il y a des raisons géopolitiques à tout ça. Voilà. Rappelle que Pascal Boniface, il a été exclu petit à petit des médias mainstream parce qu'il avait un discours qui était trop palestinien, il s'est fait traiter d'antisémite 10 000 fois pour son discours par rapport à Gaza. Voilà. Donc là, il n'est pas en train de dire non, c'est bon, ça va être la fin du génocide, let's go, fin de la situation coloniale en Israël, etc. C'est juste que là, moi, là j'ai une approche plus diplomatique et géopolitique de la situation sur cette séquence du live. Voilà, exactement comme Pascal Boniface, qui est géopolitologue finalement. Voilà. propose un plan de paix menant vers la voie d'une coexistence pacifique entre Israël et la Palestine. Donc, ça serait reconnaître la solution dite des deux États, qui était reconnue officiellement par les États-Unis auparavant, mais que Donald Trump n'avait jamais voulu endosser lui-même. Mais surtout, il parle de la reconstruction de Gaza en permettant aux Gazaouis de rester sur place ou de partir et de pouvoir revenir, alors qu'on se rappelle que son plan initial était d'expulser tout le monde pour reconstruire Gaza et en fait le remettre aux Israéliens. Donc là, il y a vraiment, c'est écrit noir sur blanc dans le plan. Il y a écrit, c'est un des 21 points du plan. Il y a écrit encourager les Gazaouis à rester sur place pour construire un avenir meilleur. C'est écrit comme ça, avec l'aide humanitaire qui rentre, etc., etc. De partir et de pouvoir revenir, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais en tout cas, du point de vue américain, du point de vue de l'Amérique de Trump, de l'administration Trump, c'est plus précis de dire ça que de dire Trump tout court, du point de vue de l'administration Trump, c'est un changement par rapport à tout le discours qu'ils ont eu depuis l'investiture de Trump. Cette histoire dont on va construire une Riviera à Gaza et puis ça serait bien de dégager les Gazaouis de la bande de Gaza pour aller faire du business, etc. Il a commencé à dire ça en février 2024, sachant que son investiture c'était en janvier 2024. Donc il n'a jamais eu un autre discours par rapport à Gaza qui est celui de la déportation des Gazaouis. Il n'a jamais eu d'autre discours, Donald Trump. Et là, c'est écrit noir sur blanc dans le plan qui a été proposé hier soir. Donc cette vidéo a été tournée juste avant la conférence de presse et la rencontre entre Netanyahou et Trump. Donc il y a un changement. Il y a un glissement, il y a un changement de la position américaine. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important, bien sûr. Une fois sur place, mettre tous les hommes en prison pour soutien au terrorisme. Mais encore une fois, vous pouvez dire ça dans des chats Twitch. Regardez ce qui a écrit dans le plan américain et ce que les géopolitologues en disent. C'est pas vrai que de dire ça. Dans le plan en 21 points, il y a une amnistie pour les membres du Hamas qui est proposée. Les membres du Hamas qui sont en mode genre on dépose les armes, amnistie pour eux. Il y a plus de 1500 prisonniers politiques palestiniens, dont 700 membres du Hamas directement, qui dans le plan, c'est écrit, ils seront libérés par Israël en échange des otages israéliens. Voilà. Ce plan, c'est une promesse politique qui ne peut pas être respectée, non? Bah ça dépend, mais comme tout à chaque fois. Encore une fois, on parle de géopolitique, c'est compliqué, il y a des trucs multilatéraux, c'est un bordel, c'est juste une proposition d'esclavagisme. Bon, je vais arrêter de lire le chat, on va écouter ce qu'a à en dire Pascal Boniface. Exige la libération totale. Si le plan est approuvé, le gouvernement Netanyahou explose non. Et bien justement, non, parce qu'en Israël, par rapport à ce qui se passe à la Knesset, le parlement israélien, en fait, l'extrême droite, enfin Ben Gvir et Smotrich, donc Ben Gvir, c'est le parti Force Juive, qui est un parti d'extrême droite israélien ultra vénère, et Smotrich, il est là du parti sioniste religieux, qui est un parti d'extrême droite ultra vénère aussi. C'est les deux partis, le Mafdal, on l'appelle, sinon le parti de Smotrich. Et en gros, ils ont menacé de se barrer de la coalition, ce qui ferait que Netanyahou n'est plus majoritaire à la Knesset, à l'Assemblée nationale, et du coup, il ne pourrait plus être Premier ministre. Et donc, il y a cette menace-là, parce qu'eux, ils veulent annexer la Cisjordanie. Ils ont dit, si vous acceptez le plan Trump, on se barre du gouvernement. Suite à quoi, l'opposition à Netanyahou centriste, c'est Laïd machin, je ne sais plus comment il s'appelle, l'opposition centriste de là-bas, a dit, nous, on veut bien joindre la coalition si jamais l'extrême droite se part, pour que le plan de paix soit accepté, qu'il y ait un cessez-le-feu définitif à Gaza. Là, c'est ça la situation en Israël d'un point de vue institutionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Il y a les pays arabes diplomatiquement, les pays de l'Union européenne diplomatiquement, le rapport de force interne à la Knesset entre les colons cisjordaniens, ceux qui sont vraiment pour l'annexion de la Cisjordanie, et les centristes qui sont pour ralentir tout ça, en interne à la Knesset, au Parlement israélien. Il y a ce que dit aussi la population israélienne par rapport à Netanyahou, qui est aussi là pour essayer de sauver son cul dans l'histoire, hein. Et il y a les États-Unis par rapport à Trump et lui, ce qu'il essaye de faire avec tout ça, et c'est quoi son plan derrière et son intérêt derrière.
Il y a tout ça qui est mélangé dans une séquence où le vent est un peu en train de tourner. Donc c'est pour ça la situation est complexe, et moi c'est cette complexité que j'aimerais analyser pour comprendre quelle est la situation diplomatiquement à l'heure actuelle. Voilà. Plaide des otages, le désarmement total du Hamas, le démantèlement du Hamas et ses dirigeants pourraient quitter la bande de Gaza vivants, à condition de renoncer définitivement à tout usage de la violence. Après, amnistie des membres du Hamas, il me semble, c'est conditionné au fait qu'ils rendent les armes. Mais comment un accord de cessez-le-feu pourrait arriver selon vous, quoi? Ou alors c'est quoi que vous défendez si vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous seriez pour que la lutte armée palestinienne, là, dans le contexte actuel de ce qui se passe à Gaza, je suis pas en mode il faut annuler toute lutte armée dans le contexte de décolonisation. C'est évidemment pas ce que je suis en train de dire. Mais là, est-ce qu'il y a urgence par rapport à un génocide? Qu'est-ce qui peut arrêter le génocide et la famine aujourd'hui? Un accord de cessez-le-feu. Voilà, c'est tout. Et si c'est ça, ça veut pas dire que c'est fini et que c'est bon, on parle plus jamais de la Palestine, évidemment. Mais là, c'est de ça dont on parle, voilà. Israël libérerait de son côté un certain nombre de prisonniers palestiniens, dont certains pouvant avoir des lourdes sentences. Et puis surtout, il permettrait l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. On parle de 600 camions par jour, et qui ne serait pas par la Gaza Humanitarian Foundation, liée à Israël aux États-Unis, mais qui serait sous l'égide des Nations Unies ou d'organisations qui ne sont pas liées à Israël. 600 camions d'aide humanitaire par jour. C'est écrit dans le plan. Et qui serait pas. Donc la Gaza Human Foundation, là, je sais plus quoi. C'est ceux qui étaient censés se charger de l'aide humanitaire, et au lieu de passer par des ONG, par l'ONU, par l'international, etc., ils se sont dit non, on dirige tout nous-mêmes. Et donc c'était une agence américaine qui était en charge de ça. Et toutes les images absolument irregardables et irrespirables qu'on a pu voir de Palestiniens, de Gazaouis, qui se font tirer dessus par des snipers pendant des aides des distributions alimentaires, c'était organisé par cette fondation-là, directement américaine. Et ça, c'était parmi les trucs les plus choquants que j'ai pu voir sur la bande de Gaza ces 2 dernières années. Ça fait bientôt 2 ans, le 7 octobre. Dans une semaine pile. C'était vraiment des trucs où tout le monde reste couché comme ça. Que des Palestiniens qui restent couchés au ras du sol pour tenter de récupérer une miche de pain. Et dès qu'il y en a un qui se lève, bim, il se fait sniper, quoi. Il y a eu des scènes comme ça, des dizaines de Palestiniens tués par des snipers pendant des aides alimentaires, sachant que c'était le plan de Trump des États-Unis et d'Israël de contrôler eux-mêmes l'aide alimentaire. Donc quand tu vois ça, t'es en mode genre waouh. Et là, c'est la famine à Gaza. C'était officiellement déclaré comme la famine par l'ONU. C'est l'horreur absolue. Moi, ce plan-là, même s'il est extrêmement imparfait et que c'est absolument pas une résolution de la situation coloniale en Palestine, évidemment, si ça permet d'avoir un cessez-le-feu et d'avoir 600 camions d'aide humanitaire par jour qui rentrent dans la bande de Gaza et qui sont contrôlés par l'ONU et par l'international et pas directement par cette Gaza Human Foundation là, je veux dire, si on voit ça arriver dans quelques semaines, on pourra se réjouir là? On pourra se réjouir ou pas? Moi, je veux juste voir ça devenir, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de voir des cadavres déchiquetés tous les jours dans ma timeline, quoi. Normalement, il faut savoir ce qu'on veut, vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'encore une fois, ce plan est extrêmement imparfait. Mais, est-ce que on va vers un cessez-le-feu à Gaza? La question est posée. En tout cas, c'est l'évolution géopolitique et diplomatique de la situation qui mène à cette proposition de plan, quoi qu'il en soit. Donc ça reste une évolution. Voilà. Merci Mazarin91 pour ton abonnement. Merci beaucoup. Prévoyamment, alors, le mot génocide n'est même pas encore assez fort. Il y a quoi comme mot plus fort que génocide? de Gaza qui serait soit sous la coupe d'une autorité internationale, soit de technocrates palestiniens, mais donc pas l'autorité palestinienne et surtout bien sûr pas le Hamas. Ce plan signifierait la fin du Hamas, mais surtout c'est un plan qui est tout à fait contraire aux visées de Benyamin Netanyahou, qui lui voulait récupérer Gaza, puisque le plan comprend aussi évidemment la fin des combats et le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Il y aurait une force internationale de stabilisation qui serait déployée à Gaza, et aussi il y a l'engagement de ne plus frapper le Qatar de la part d'Israël, dont les États-Unis reconnaissent le rôle positif comme médiateur. Voilà. Donc là, il parle un petit peu de tout le plan. Et la question qui est posée dans le chat, c'est venant de Trump, ça paraît juste trop beau pour être vrai comme revirement. Alors c'est ce qu'il va expliquer après, on y arrive. Trump a un intérêt personnel à ce revirement en fait. Il fait pas ça par bonté d'âme. Évidemment, on parle de Donald Trump. C'est justement ça aussi dont je voulais parler, quoi. Voilà. Donc le plan, encore une fois, c'est vraiment un plan de c'est un plan de on met en pause tout ça. Enfin pas on met en pause tout ça, on met fin à tout ça. C'est vraiment un plan de cesser le feu. Et donc l'idée, ça serait une coalition internationale avec l'ONU dedans, etc., qui va sécuriser la zone pour être sûr que Gaza commence à se reconstruire et que ça soit la fin militairement, enfin que ça soit la fin de la présence de Tsahal dans la bande de Gaza, quoi. Voilà.
Rien n'est dit pour l'instant sur la Cisjordanie. On sait que Donald Trump s'était opposé à l'annexion de la Cisjordanie qui aurait conduit à la fin des accords d'Abraham, qui était son grand succès Voilà, diplomatique c'est ça qui est important. de son premier mandat. Mais comme je le disais dans une précédente vidéo, l'annexion rampante de la Syrie peut continuer. Voilà, donc là, pour la Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, c'est t'as la bande de Gaza, où il y a à peu près 2 millions de Gazaouis. Et à côté, tu as la Cisjordanie, c'est toute la partie à l'est de Jérusalem, qui est palestinienne et qui se fait grignoter par les colons israéliens, qui sont officiellement considérés comme des colons, y compris selon les critères israéliens, et qui se fait grignoter petit à petit. Et donc là, depuis le 7 octobre, cette colonisation de la Cisjordanie s'est accélérée. Et suite à la reconnaissance par la France et les autres pays européens, et aussi le Canada et l'Australie, par la reconnaissance d'un État palestinien, en échange, en réaction, Netanyahou, main dans la main avec du coup Ben Gvir et Smotrich, qui sont son aile droite, on va dire, qui sont des partis d'extrême droite, qui sont pas le parti Netanyahou, le Likoud. On dit, eh ben, si vous faites ça, nous on va annexer la Cisjordanie. Et donc annexer la Cisjordanie, ça voudrait dire colonisation totale de la Cisjordanie officiellement. Ça serait encore une accélération de la colonisation cisjordanienne, et c'est énervé. Et du coup, le truc, c'est que si jamais Netanyahou décide d'officiellement annexer la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance d'un État palestinien, qui sera en fait une forme de fuite en avant coloniale, alors voilà, encore une fois, c'est ce que disait Pascal Boniface, la Cisjordanie était grignotée par la colonisation petit à petit, de manière rampante, depuis des décennies en réalité, depuis bien avant le 7 octobre. Donc ça, cet état de fait, ça va pas s'évanouir du jour au lendemain, évidemment. Mais je veux dire, une annexion de la Cisjordanie proposée par le gouvernement israélien, comme ils ont fait en réponse à la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Europe, enfin par une bonne partie de l'Europe, ça aurait été encore pire. Ça aurait été un pas de plus dans la colonisation et cette espèce de fuite en avant, quoi. Et du coup, le truc, c'est que si jamais il y a ça qui se passe, les pays arabes, et notamment l'Arabie Saoudite, qui est un pays très très important, cette fameuse truc de reconnaissance de l'État de Palestine, c'était, on appelle ça souvent, l'initiative franco-saoudienne, c'était la France et l'Arabie Saoudite qu'on commençait à lancer un peu ce truc-là avec un plan de cessez-le-feu. Bref, si jamais il y a l'annexion de la Cisjordanie, beaucoup de pays arabes, et notamment l'Arabie Saoudite, vont être en mode ça c'est non. Ça, on n'accepte pas. Et donc, ça pourrait mettre fin au fameux accord d'Abraham. Et qu'est-ce que c'est que les accords d'Abraham ? C'est des accords qui ont été mis en place sous Trump pendant son premier mandat. Et c'est des accords de normalisation des relations d'Israël avec d'autres pays arabes, donc notamment l'Arabie Saoudite, hyper puissance dans le monde arabe, et aussi avec le Maroc, par exemple. Et il y en a d'autres, je ne sais plus exactement. Et donc, ça veut dire que s'il y a l'annexion de la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite risque de sortir des accords d'Abraham. Et ça, Trump, il ne le veut pas. Parce que Trump, il considère que pendant son premier mandat, son plus gros achievement, le truc qu'il a fait en diplomatie et en géopolitique, c'est les accords d'Abraham. Pour lui, c'est un bilan positif de son premier mandat qu'il a envie de défendre. Et donc, si la fuite en avant génocidaire et coloniale de Netanyahou, lui, il s'en bat les couilles des Palestiniens, c'est pas la question. Mais en fait, si cette fuite en avant mène à l'annexation de la Cisjordanie, qui va du coup casser les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite, Trump, ça le fait chier. Parce que c'est son bilan, et c'est un bilan positif pour lui. Et c'est pour ça que Trump a redit là tous ces derniers jours qu'il était contre et qu'il mettait son veto sur l'annexion de la Cisjordanie et que ça ne se ferait pas tant qu'il est président de la République. Il y a aussi ce truc-là. Et c'est pour ces raisons-là aussi, par rapport aux accords d'Abraham, que Trump a un intérêt à dire pas d'annexation de la Cisjordanie et je vais mettre un plan. Et évidemment, en plus, Trump, il est là en mode si j'arrive à faire la paix à Gaza, peut-être que j'aurai le prix Nobel de la paix. Donc il est intéressé en fait. C'est pour défendre son bilan de son premier mandat par rapport aux accords d'Abraham et c'est pour se poser comme un grand artisan de la paix. C'est par rapport à ça ce revirement. Donc c'est pour ça que ça... Et là c'est aussi parlé par rapport au Qatar. Israël a bombardé le Qatar, où il y a une grosse présence américaine au Qatar, même militaire, pour tenter d'aller tuer des mecs du Hamas, etc., etc. Et ça, le Qatar est pas content du tout. Et pas content du tout. Et donc du coup a commencé à dire aux États-Unis ouais, il faut faire quelque chose. Donc la situation évolue côté arabe ou là côté pays arabe par rapport au Qatar, par rapport à l'Arabie Saoudite en cas d'annexation de la Cisjordanie. Et à côté, on a bien vu ces derniers temps que côté européen, la situation avait évolué aussi parce qu'il y a plein de pays européens qui ont reconnu l'État de Palestine. Et donc c'est dans ce contexte-là que Trump se dit je vais faire un petit revirement, proposer mon cessez-le-feu, etc., etc., parce qu'il a un intérêt personnel à le faire. C'est aussi le signe que le vent est peut-être un petit peu en train de tourner, quoi. Voilà. Comment va réagir Benyamin Netanyahou ? Pays qui n'ont jamais rien fait pour aider les Palestiniens. Ben oui, mais après ça c'est le truc de la géopolitique. Alors je vais prendre une analogie. La Seconde Guerre mondiale. Quand tout le monde s'alliait contre Hitler. C'est par antifascisme que les États-Unis, ils ont été en Europe se battre contre Hitler ? Non, c'était pour leur intérêt personnel. À un moment donné, du Pearl Harbor, ils étaient en mode genre, ok, on va s'allier avec les Européens et aller péter la gueule à Hitler. C'était pas par bonté de cœur qu'ils l'ont fait. Pareil pour les Russes. Staline. Bon, Staline, c'est encore un petit peu différent. Même si tu prends, parce qu'on parle de génocide. Là, on parle de génocide et de la fin d'un génocide. La Shoah, le génocide juif, mais pas que juif, le génocide nazi.
Il y avait aussi évidemment les Roms, les opposants politiques, les homosexuels, etc., etc. Il s'est arrêté quand la Russie et les États-Unis sont arrivés en Europe et ont commencé à péter la gueule à Hitler. Ils s'en battaient les couilles des camps de concentration, les Russes. Ils s'en battaient les couilles des camps de concentration, les Américains. Ils ne venaient pas pour ça. Ils n'ont jamais rien fait pour aider les Juifs d'Europe contre toutes les saloperies antisémites qu'ils ont pu vivre pendant 1000 ans. Ils étaient tout aussi antisémites. Enfin, pas que Hitler, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient aussi antisémites. Je veux dire, Staline, c'est pas un grand défenseur du peuple juif en Europe, quoi. Les Russes, en termes de pogrom et de massacre de juifs, ils ont été franco pendant des siècles et des siècles, quoi. Et Staline a eu des politiques aussi antisémites, même si on n'en parle pas beaucoup, forcément, en Russie. Et les États-Unis, mais j'en parle même pas. L'antisémitisme américain, il y avait plein de sympathisants du nazisme. Être juif dans les années 30 aux États-Unis, c'était pas une partie de plaisir. Donc ces pays, ces superpuissances militaires qui n'ont jamais rien fait pour les juifs d'Europe, et bah quand même, à un moment donné, ils ont été cassés la gueule à Hitler, et c'est grâce à ça que Auschwitz a été libéré à un moment aussi, quoi. Donc voilà, quand on parle de géopolitique, quand on parle de sujets comme ça, en rapport avec la guerre et tout, c'est jamais par bonté de cœur que les personnes peuvent pousser à faire des choses qui vont dans le bon sens. Jamais. C'est des puissances militaires, industrielles, qui dans leur propre intérêt, à un moment, décident de prendre une décision qui peut aller dans le bon sens, ou en tout cas mettre la fin à des massacres. C'est toujours un peu comme ça. La vraie question, c'est pourquoi ils le font ? Parce que le vent est en train de tourner, parce que le contexte a changé, y compris diplomatiquement. Et pourquoi le vent tourne et le contexte change à un moment donné ? Parce qu'il y a toute une base de militants et de gens qui luttent, qui font que l'opinion politique, il évolue aussi. En tout cas, nous autres, en tant que Français, je vois pas ce qu'on peut faire beaucoup d'autres, quoi. De la même manière, si personne n'avait ouvert sa gueule pour la Palestine en France, jamais, bah Macron, il n'aurait peut-être jamais reconnu l'État palestinien. Et dans tout ce qui se passe actuellement, tout ça a un petit rôle aussi. Donc ça va être que des connards qui n'ont jamais rien fait pour la Palestine, qui s'en battent les couilles. Que ça soit dans les pays arabes ou dans les pays d'Europe ou les États-Unis, hein. C'est exactement pareil. Mais poussés par le sens du vent qui commence à changer de direction, grâce au travail des militants pour la Palestine qui sont là depuis des décennies, on peut peut-être s'attendre à un revirement, un changement de situation, et juste à la fin du massacre et des génocides. Si c'est vraiment ça le mot d'ordre, pour moi, arriver et dire oui, mais ça changera rien, quand là, peut-être il y a ce truc qui se passe, c'est manquer de finesse dans son analyse et c'est pas essayer de comprendre les raisons à ce revirement, quoi. Voilà. Par rapport à ce plan qui est contraire à tout ce qu'il a voulu faire et à tout ce qu'il a fait depuis longtemps. Parce que s'il y avait un cessez-le-feu, retrait de l'armée israélienne, ses deux alliés, Ben Gvir et Smotrich, se retireraient du gouvernement et la coalition tomberait. Mais est-ce que Netanyahou peut s'opposer durablement à Donald Trump, lui qui est déjà très isolé sur la scène politique nationale israélienne et surtout sur la scène mondiale? Parce que ce qui change en fait, c'est la première fois depuis le début des 90, si ce plan est confirmé, bien sûr, qu'un président américain ferait de réelles pressions sur Israël, ce que plus aucun président n'a fait depuis George Bush, qui s'était opposé à la politique de colonisation d'Isaac Shamir, ce qui avait conduit à la perte du pouvoir par ce dernier au profit de Yitzhak Rabin. Profit d'Isaac Rabin, qui lui s'était engagé dans le processus d'Oslo. Alors, ok, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi Pascal Boniface, qui connaît quand même bien le sujet. Lui, il parle d'éventuels revirements et de choses comme ça. Parce qu'effectivement, il y a ça. Parce qu'encore une fois, il dit Netanyahou est plus acculé que jamais, de plus en plus isolé à l'international, et tout ça, quand on parle de diplomatie et de géopolitique, évidemment que ça a des conséquences. Évidemment que ça peut changer le truc, quoi. Donc là, juste, il parlait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il disait, ouais, l'extrême droite représentée par Ben Gvir et Smotrich se barrerait de la coalition si jamais le plan de cessez-le-feu est accepté par Netanyahou. Auquel cas, on pourrait se dire, bah, Netanyahou, pour conserver le pouvoir en Israël, il va envoyer paître Donald Trump et ne pas accepter le cessez-le-feu. Sauf que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si jamais l'extrême droite, enfin Ben Gvir et Smotrich et leur parti se barrent de la coalition, t'as le parti centriste d'opposition, je me souviens plus comment il s'appelle, qui rentrera dans la coalition à la condition que le plan de cessez-le-feu est accepté et que Tsahal se retire de la bande de Gaza, etc., et que l'aide humanitaire rentre, quoi. Donc, je veux dire, même quand on regarde ce qui se passe en Israël, voilà, ça c'est la composition actuelle du gouvernement, regardez. Donc là, c'est à 60-60, parce qu'en fait, je me suis plongé là-dedans il n'y a pas longtemps. À la base, ils étaient plus que ça dans le gouvernement. Enfin, il y avait une majorité qui était plus large. Mais en fait, Judaïsme unifié de la Torah, qui à la base était dans la coalition de Netanyahou, s'est barré. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Bon, c'est un bordel pas possible. Mais en gros, si jamais le plan de cessez-le-feu est accepté et que l'annexation de la Cisjordanie est refusée par Trump, c'est ces deux partis-là. Mafdal, sionisme religieux, ça c'est le parti de Smotrich, donc qui est ministre de je sais plus quoi. Et Force juive, c'est deux partis d'extrême droite ultra vénères, pro-colonisation, projet du grand Israël, annexion, pardon, vision messianique du projet sioniste, tout ce que vous voulez. C'est ce qui se fait de pire. C'est ce qui se fait de pire, ces deux partis-là. Et Force juive, c'est le parti de Ben Gvir, qui est ministre de la Sécurité ou de la Défense, je me souviens plus exactement. Oui, on dit annexion, je me trompe à chaque fois.
ces deux partis-là partiraient. Vous voyez, ça fait 6 et 7 députés sur 120. Ça fait qu'il perdrait sa majorité absolue et perdrait sa coalition, Netanyahou. Mais si jamais le plan est accepté et que la Cisjordanie n'est pas annexée, comme là ils avaient commencé à le prévoir, ça avait été voté à la Knesset parce que cette coalition-là a la majorité. Si jamais Mafdal, sionisme religieux, le parti de Smotrich et Force juive, le parti de Ben-Gvir se barrent, c'est perdre 12 sièges à la Knesset, donc c'est l'Assemblée israélienne, sachant qu'ils ont une seule chambre. C'est monocaméral Israël. Il n'y a pas Sénat et Assemblée nationale, c'est juste la Knesset et rien d'autre. Et il y a Yesh Atid, voilà, c'est ça le parti, qui est le parti principal d'opposition. Alors c'est des centristes, hein, c'est pas des gauchistes solides, c'est pas des antisionistes, c'est des centristes, mais ils sont dans l'opposition et eux ils sont pour un accord de cessez-le-feu, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y aurait 13 députés qui se barrent, mais le parti principal d'opposition, soit 24 députés sur 120, qui rentreraient dans la coalition pour dire ok, changement de coalition, c'est le truc de république parlementaire de con. Hein. Et donc du coup, cessez-le-feu. Voilà. Et donc ça veut dire que si Netanyahou pourrait changer son fusil d'épaule sur la question gazaoui et sur la question du génocide et des massacres, en acceptant un cessez-le-feu et un accord, même s'il est extrêmement imparfait, évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, juste pour conserver en fait sa coalition, en s'alliant avec des gens plus centristes qui, eux, sont pour un cessez-le-feu. Et en se détachant de ce qui se fait de pire dans l'extrême droite israélienne, à savoir Mafdal et Force juive. Ok ? J'ai bien expliqué ? Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un rapport de force institutionnel interne à Israël qui fait que Netanyahou, il est un petit peu acculé et peut-être qu'à un moment donné, il va dire « Ok, j'accepte le cessez-le-feu, de toute façon, c'est ça où je me fais baiser, quoi. C'est ça où je me fais baiser. » Voilà. Ou en tout cas, il a une porte de sortie pour accepter ce cessez-le-feu. Parce que même s'il se fait lâcher par Mafdal et Forces juives, il peut rester au pouvoir. Vous voyez ? Donc tout ça est extrêmement cynique. Tout ça est absolument cynique, quoi. C'est les pires personnes sur Terre, Trump et Netanyahou. Trump qui semble avoir un peu un intérêt personnel à trouver un accord de cessez-le-feu pour sa petite carrière de politicien, préserver son bilan par rapport aux accords d'Abraham et tenter d'avoir peut-être un prix Nobel de la paix. C'est horrible. Imaginez Trump a un prix Nobel de la paix pour ça. Le cynisme et l'horreur de la situation. Mais à côté, s'il y a un cessez-le-feu et 600 camions d'aide humanitaire par an qui rentrent à Gaza, bon, je veux dire, c'est horrible. Le règlement de cette situation sera toujours un peu horrible parce que la géopolitique, c'est comme ça, quoi. Ah merde, j'ai failli me coincer les doigts. Et pareil pour Netanyahou. C'est pour son petit intérêt politique, personnel, totalement interne à Israël de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée qui le pousserait éventuellement à accepter un cessez-le-feu. Donc tout ça est extrêmement cynique et les personnes qui signeront ce cessez-le-feu à la fin le feront toujours pour des mauvaises raisons parce qu'on parle d'énormes FDP qui brûleront dans le 7e cercle des enfers pour l'éternité après leur mort, quoi. Voilà. Merci Simonowiss pour ton 2e mois. Merci beaucoup. Qu'importe qu'il le fasse, moi je suis assez d'accord avec ça. Alors évidemment, ce qui veut pas dire qu'il faut dire ouais, vive le plan Trump, c'est trop bien, c'est la solution à long terme pour Israël et la Palestine. Non, si on a une vision anticoloniale de la situation palestinienne, tout ça ne sera que une respiration pour les Gazaouis qui vont arrêter de se faire, qui vont pouvoir manger et arrêter de se faire bombarder, ce qui est quand même la priorité absolue et l'urgence absolue aujourd'hui. Mais tout ça ne sera que le début d'un nouveau chemin extrêmement tortueux vers l'émancipation de la Palestine, de la mer au Jourdain, évidemment. C'est vrai que ça peut paraître incroyable. Pourquoi Donald Trump, qui a tout cédé à Netanyahou, tout d'un coup ferait l'inverse ? Plusieurs explications. Peut-être la première, c'est qu'il est finalement agacé par Netanyahou, qui a frappé l'Iran et qui l'a obligé de le suivre dans les frappes contre l'Iran, alors qu'il était en train de négocier un accord nucléaire avec l'Iran, et qui a frappé le Qatar, qui est un allié très précieux pour les États-Unis, ce qui a entraîné non seulement la colère du Qatar, mais également des Émirats arabes unis. Attendez quoi ? Salut, le plan est accepté a priori ? Ah ouais ? Il a été accepté par Netanyahou hier soir. Donc là, voilà, je voulais bien replacer le contexte avant de parler de où c'en est là actuellement dans l'actualité brûlante. Mais Netanyahou a accepté le plan a priori hier soir. Et le Hamas s'est prononcé ça ? Parce que le Hamas, ils étaient en mode genre, c'est pas clair, on l'a pas reçu exactement. Mais du coup, il y avait l'Égypte et le Qatar qui font partie des négociateurs depuis le début. En tout cas, c'était voir niveau Hamas. Comme il me semble qu'à la base, le Hamas avait dit s'il y a un retrait des troupes israéliennes et je sais plus quoi, et on accepte. Donc à voir, mais là c'est peut-être un moment de dénouement qui n'est pas un moment de dénouement de la situation en Palestine évidemment, mais que sur précisément le génocide et les massacres à Gaza pourrait aller vers l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Et moi je suis désolé, si je vois 600 camions par jour rentrer sur la bande de Gaza, on va voir des images là. Après ces images de massacres pendant 2 ans, moi je vais pas vous donner mon plaisir pour ça, quoi. Et de l'Arabie Saoudite. Parce que ce plan... Mais je veux bien des infos là, est-ce que le plan a été accepté ou pas, ça m'intéresse. est plus proche finalement des plans. Alors attendez, hop là, je retourne un peu en arrière. Et non seulement à la colère du Qatar, mais également des Émirats arabes unis et de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut regarder un peu ce qui se passe dans les pays européens, dans les pays arabes, de manière interne à Israël,
aux États-Unis, etc., etc., etc. Et là, les pays arabes, ils sont en mode genre, on commence à en avoir plein le cul, quoi. Nous, on veut bien normaliser nos relations avec Israël dans l'accord d'Abraham, parce que c'est ça, business is business. L'Arabie Saoudite, ils font voilà le business avec l'Union Européenne déjà de base. Voilà, l'Arabie Saoudite, ils achètent des Rafales en masse à la France pour aller bombarder le Yémen, quoi. C'est pas des camarades de l'Arabie Saoudite d'un point de vue. Enfin, c'est des camarades de la France, mais vous voyez, ils puent la merde l'Arabie Saoudite d'un point de vue géopolitique. Ils font rien pour les Palestiniens, etc., etc. Mais de base, pareil, l'Arabie Saoudite de base avait un avantage pour des raisons économiques à la normalisation d'Israël, pour pouvoir faire du business avec Israël et continuer à faire du business avec l'Occident. Et voilà, business is business, quoi. Ok. Et donc, l'Arabie Saoudite, elle est en mode genre, mais on veut bien normaliser nos relations avec Israël pour faire du bif. On aimerait bien, mais là, c'est pas possible. En fait, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Ils ont encore bombardé le Qatar la semaine dernière, quoi. C'est aussi ça qui pose pour des raisons extrêmement cyniques. L'Arabie Saoudite a un intérêt à normaliser ses relations avec Israël pour des raisons de business. Et en fait, là, ils vont dire on peut plus le faire si jamais le génocide et l'annexion de la Cisjordanie arrivent à terme, quoi. Et donc c'est pour ça, tout est extrêmement cynique. Tous les acteurs de cette décision le font par intérêt personnel. Et c'est extrêmement cynique et un peu agerbé. Macron, il est en mode je vais pouvoir me redorer un petit peu le blason en étant un acteur de la paix. Qu'il aille se faire foutre, c'est détestable d'entendre ça. Mais il le fait quand même. L'Arabie Saoudite, c'est pour ses petits intérêts financiers. Voilà, etc., etc. Annexion, pardon, j'arrête pas de ma langue forcher. Mais qui va payer pour la reconstruction de Gaza? Alors ça, c'est des trucs, je sais plus exactement, mais il y a tout un plan un petit peu qui est prévu pour faire entrer de l'aide humanitaire et faire des trucs à la reconstruction. À la base, ça sera avec des fonds internationaux, de tout un tas de trucs. Moi, je pense que si le blocus est partiellement levé, au moins pour l'humanitaire, et que là, ça commence à entrer dans une phase reconstruction de Gaza, c'est pas impossible. En tout cas, c'est l'objectif. Logiquement, on se bat pour ça, hein, quand même. À un moment donné, je pense que même en termes d'humanitaire, d'appel à des levées de fonds pour aider les Gazaouis à se reconstruire, maintenant que ça y est, ils peuvent enfin arrêter de crever sous les bombes, je pense qu'à l'international, il y aura tout un mouvement qui s'organisera aussi pour aider à cette reconstruction, j'imagine. Voilà. Que ce plan est plus proche finalement des plans saoudiens ou des plans franco-saoudiens que des plans israéliens. Peut-être que finalement Netanyahou est allé trop loin et que Donald Trump sent que le vent tourne et que l'appui à Israël coûte, l'aide annuelle que les États-Unis accordent à Israël, et coûte aussi en soutien, et que finalement il a peut-être considéré que il était temps de mettre un coup d'arrêt à la politique de Netanyahou qui mettait en danger les intérêts américains. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Pareil, ça lui coûte du pognon en fait de fournir toutes ces armes et ces munitions et ces trucs à Israël, à Trump. Il faut pas oublier que Trump, il s'est présenté à la base et dans son projet à cette idée un peu d'un retour à l'isolationnisme américain, de faire un peu moins les gendarmes du monde, laisser un peu plus tous les autres pays du monde se démerder pour se concentrer sur les États-Unis, quoi, tout en faisant du business avec eux. Mais je veux dire, si la guerre lui rapporte de l'argent, je pense Trump il est content. Là, toute cette guerre génocidaire menée par Israël, ça a l'air de plus coûter du pognon aux États-Unis qu'autre chose, et en plus ça coûte aussi un espèce de capital sympathie à l'international, quoi. Donc c'est aussi pour des raisons totalement cyniques et intéressées que Donald Trump fait ce revirement, quoi. Voilà. Mais il y a peut-être aussi une explication plus psychologique. On sait que depuis très longtemps, Donald Trump vise le prix Nobel de la paix et qu'il est très jaloux de Barack Obama qui l'a obtenu. Et comme l'avait fait remarquer le président Macron à l'Assemblée générale de l'ONU, le prix Nobel de la paix peut-être, mais ce n'est pas possible tant qu'il y a cette guerre à Gaza, guerre qui se continuait avec le soutien américain. Et peut-être simplement que Donald Trump veut dire « moi je vais réussir là où tout le monde, Clinton, Obama, Bush et tous les autres ont échoué, bien sûr Biden, et surtout je vais moi réussir à imposer quelque chose à Israël, ce que Obama n'a jamais pu réussir à faire. » C'est fou quand même, hein. Trump il est là, c'est un jeu pour lui. C'est en mode comment je resterai dans l'histoire, si j'arrive à faire ce que mon prédécesseur n'a pas réussi à faire, je vais être basé. C'est vraiment ça, quoi. C'est pas que ça, hein. Là, on a expliqué, on a parlé de tout un tas de choses. Mais il y a aussi cette explication un peu plus psychologisante, comme le dit très justement Boniface, de... Bon. Est-ce qu'il veut pas son prix Nobel? Est-ce que c'est pas pour flex après de dire « Je l'ai fait, c'est moi l'artisan de la paix ?» Peut-être. On se rappelle qu'à peine arrivé au pouvoir, Barack Obama a fait un discours très offensif au Caire, célébrant le droit des Palestiniens, et que dans la foulée, il avait obtenu le prix Nobel de la paix, qui était plus un prix par anticipation que par réalisation. Et donc, peut-être en voulant montrer que lui... Si Trump a le prix Nobel de la paix, je déménage sur Jupiter. J'en parlais avec Connie Bakout, ça l'autre jour. Il y a eu un prix Nobel de la paix, je me souviens plus de son nom, un Américain. C'est en mode genre, c'est moi, j'ai fait la paix avec le Vietnam, prix Nobel de la paix pour moi, j'ai mis fin à la guerre du Vietnam. Alors que ce mec-là, oui, il a mis fin à la guerre du Vietnam à Kissinger, c'est ça, Kissinger.
C'est le mec qui a mis fin à la guerre du Vietnam après avoir lancé la guerre du Vietnam, quoi, plus ou moins. C'est vraiment ça. C'est les pompiers pyromanes, tu vois. Genre, j'allume un feu à l'autre bout du monde, des milliers de morts, des massacres, des enfants brûlés par l'agent orange. Et 10 ans après, je suis en mode genre, c'est bon, j'ai mis fin à la guerre, allez, filez-moi le prix Nobel de la paix. C'est la géopolitique, c'est moche. C'est très très moche. C'est très très moche, mais et c'est l'horreur de cette société. Il y a vraiment c'est question de vie ou de mort, quoi. Il y a la vie de millions de personnes parfois qui sont suspendues à des décisions qui seront prises toujours par intérêt d'une espèce d'immense fasciste qui mérite de cramer dans les flammes de l'enfer, quoi. C'est horrible, hein. C'est horrible, mais si on veut comprendre un peu la situation, on est aussi obligé d'avoir un peu ce mindset-là de géopoliticien, quoi. Voilà. Par contre, attendez juste. Est-ce que quelqu'un a des infos? Parce que jeudi dernier, je stream, il y a Mathieu Burgalassi qui lance son live. Là, je stream, il y a Mathieu Burgalassi qui lance son live. Ça veut dire que maintenant, il stream le mardi et le jeudi, Mathieu? Pour éviter Klemovic, il fait la Stratribo. Je suis baisé, hein. Ah, ça va être fini les 1300 viewers, ça c'est terminé, c'était avant ça. Aïe aïe aïe. À imposer quelque chose à Israël, ce que Obama n'était pas parvenu à faire, Trump veut changer l'image et montrer qu'il est... Oui, c'est exactement ça. Il fait ça, Burgalassi, vraiment? Il fait la Stratribo de Veski. Sérieux? C'est quoi ces jours de stream maintenant? Oh merde. Ok, bon bah, c'est la vie, hein. Je me doutais que ça allait finir comme ça un jour. Il esquive Clémo. Putain, on a eu la même idée au même moment. Bon, c'est pas grave. Klemovic et Burgalassi qu'on salue, bien sûr. Supérieur à tous les autres. Il faudra voir si ce plan... Il fait plus que 2 lives par semaine, ça veut dire? C'est ça que ça veut dire? Bon, ok. En ligne est confirmé parce qu'il faut bien admettre qu'il va à l'encontre de tous les fondements que l'on connaissait jusqu'ici de la politique américaine. Et on va voir surtout comment Netanyahou va pouvoir réagir par rapport à ce plan. Est-ce qu'il peut se permettre le luxe de le refuser en se coupant des États-Unis et en prenant le risque aux yeux de la société israélienne de se couper des États-Unis si Donald Trump maintient ses intentions? En même temps, ce plan réunit 2 conditions essentielles, 2 objectifs essentiels de Netanyahou, le démantèlement du Hamas et la libération des otages. Mais aussi, il prévoit la perspective d'un État palestinien, ce que Netanyahou a très fortement refusé une fois de plus dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, et ce que refusent bien sûr ses alliés extrémistes, mais ce que refuse toujours une grande partie de la société israélienne. Voilà. Alors quand on parle de ses alliés extrémistes, il parle de Ben Gvir et Smotrich dont je parlais. Notamment là, juste avant la rencontre entre Trump et Netanyahou, déjà Ben Gvir et Smotrich, Ben Gvir il est arrivé tout vent debout à dire c'est honteux, moi je me barre du gouvernement, je me barre de la coalition si cet accord est accepté, etc., etc. Smotrich il a un peu moins parlé, il a un peu plus fermé sa gueule. Et surtout il y a une délégation de représentants officiels des colons en Cisjordanie qui sont allés à New York pour tenter de faire capoter l'accord, etc., etc. Peut-être qu'il y a un c'est pour ça, il est peut-être en train de perdre son aile droite et Netanyahou par rapport à ça, et du coup il va changer sa coalition pour aller avec les centristes qui sont pour un cessez-le-feu. S'il y a ça qui arrive, ça fait quand même une évolution, une vraie évolution qui permettrait un cessez-le-feu et la rentrée d'aide humanitaire. Moi je vous rappelle que là, c'est vraiment de ça dont on parle tout de suite, quoi. C'est ça l'urgence. Au Proche-Orient, il faut pas se réjouir trop tôt, tant de fois des espoirs ont été déçus, mais pour une fois qu'il y a au moins une note positive ou l'espoir d'une note positive, il faut s'en féliciter et accepter avec joie cette bonne nouvelle. Voilà, arrêtez d'être de gros doomers. Ça va quand c'est Pascal Boniface qui le dit, vous êtes d'accord? Ça va? Oh! Et Netanyahou a peur de perdre le pouvoir pour pas se faire rattraper par ses affaires de corruption. Tout à fait. Oui, ils disent eux-mêmes colons. En Cisjordanie, même en Israël, ils disent les colons de Cisjordanie. Ouais. Oui. Oui, mais ils parlent pas de ça pour tout l'État d'Israël, vous voyez ce que je veux dire. Mais ceux qui vont en Cisjordanie, dans des terres palestiniennes, pour aller voler des maisons, exproprier des Palestiniens et s'installer là, c'est considéré comme des colons officiellement. Je veux dire, même dans les médias mainstream sionistes, entre guillemets, ils disent colons pour parler d'eux. Hein. C'est la colonisation officiellement, ce qui se passe en Cisjordanie. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'État colonial, enfin que Israël n'est pas un État colonial par ailleurs, y compris sur les terres qui sont pas en Cisjordanie, quoi. Bref, vous avez compris. Voilà, donc à voir, cette situation va évoluer rapidement. Excusez-moi. À voir où ça mène tout ça, mais je voulais prendre le temps d'expliquer un petit peu et de parler un petit peu de diplomatie et géopolitique. Je crois que j'ai fait le tour un peu de la question, il me semble. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que c'était intéressant. Là, vraiment, c'était en mode j'ai fait mes devoirs pour tout vous expliquer et vulgariser la situation, quoi. Donc là, on parle même pas... on fera un autre live pour parler des problèmes qu'il y a derrière cet accord, je pense. Là, j'ai un peu la flemme, j'aimerais bien passer à la suite du live. Figurez-vous, comme je disais au début du live, je suis épuisé. Mais évidemment, il y a tout un tas de trucs qui puent la merde. Notamment Tony Blair qui arrive et qui est en mode genre « Oh, moi aussi, j'aimerais pouvoir tirer mes dividendes de la
paix en ayant une attitude d'immense colon et de gouverneur de Gaza. C'est horrible. Quand tu vois ça, tous les pires personnes, là, Trump et Tony Blair, donc Tony Blair qui est ultra responsable pour le Royaume-Uni. En gros, le Royaume-Uni a été envahir l'Irak avec les États-Unis en 2003, avec George W. Bush suite au 11 septembre. Et c'est vraiment Tony Blair l'artisan de ça, quoi. Donc le mec a du sang sur les mains, quoi. Le mec, lui aussi, brûlera dans le 7e cercle des enfers comme les autres, voilà. Et que Trump et Tony Blair soient là à se positionner en mode genre, il faudrait un bureau pour la paix qui puisse superviser un petit peu le gouvernement provisoire pour arriver vers la paix. C'est à gerber. C'est à gerber. On voit l'aspect colonial de tout ça, les gros sauveurs impérialistes blancs qui se positionnent pour la suite des opérations et qui sera moins meurtrière pour les Gazaouis, dans tous les cas. Genre, c'est encore là, on voit le cynisme et l'horreur qu'il y a derrière tout ça, quoi. Voilà. Donc, à voir comment ça va évoluer. On va en reparler. Ça se trouve, il va rien se passer du tout. L'accord va se casser et ça va être la suite de la fuite en avant génocidaire de Netanyahou. C'est loin d'être impossible, évidemment. Mais là, il y a quand même un glissement de la situation. Et pour moi aussi, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que la situation a quand même évolué. Et Netanyahou est de plus en plus isolé à l'international, acculé, même y compris dans sa propre assemblée. Et ça, je pense que même si cet accord de cessez-le-feu, au final, capote, Netanyahou est de plus en plus isolé et de plus en plus acculé. Donc, à voir comment la situation va évoluer. Mais moi, je trouve que c'est quand même motif que les choses bougent un petit peu. Ça fait bientôt 2 ans qu'il y a eu le 7 octobre. C'est toute une séquence qui était extrêmement difficile à vivre et à suivre, même pour nous autres Français qui nous intéressons juste au sujet. C'est horrible, tout le climat médiatique en France suite à tout ça. Genre, c'était d'une puanteur. C'est encore d'une puanteur, mais pareil, médiatiquement, en France, c'est en train un peu de changer, quoi. Et donc, je veux dire, si cet accord de cessez-le-feu ne passe pas, dans tous les cas, on peut voir ça comme un signal, comme un symptôme que la situation est en train d'évoluer et que le vent a l'air d'être quand même un petit peu en train de tourner. Donc il faut vraiment suivre ça avec attention. Ce qui va se jouer dans les prochaines semaines peut être décisif. Et dans tous les cas, bah voilà, essayons de garder un petit peu espoir pour que le génocide prenne fin, quoi. Et que les massacres prennent fin et que enfin de l'aide humanitaire puisse rentrer dans Gaza. Et après, tout ça ne sera... Si ça se fait, si ce cessez-le-feu arrive, tout ça ne sera que le début d'un long chemin vers l'émancipation du peuple palestinien. Et ça, bon, ouais, ça va être ça va prendre le temps que ça prendra. Évidemment, c'est compliqué, quoi. Voilà. Allez, et pour ceux qui regardent ça en replay, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez appris des choses pendant ce replay. En vrai, c'est intéressant. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches.